Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis agacé depuis décembre par les articles répétés et sans connaissance aucune du dossier de la presse écrite dunkerquoise. Je discutais l'autre jour avec un président de Ligue 2 et même discuté avec plusieurs. 99% des présidents de Ligue 2 disent être soutenus par leur presse locale. Ah ben, Dunkerque, on ne peut pas dire que ce soit le cas. À part vouloir tuer l'USLD, je ne sais pas ce qu'on veut faire. Alors, est-ce que quelqu'un a des éléments concrets financiers à m'apporter sur l'état de l'USLD ? On n'a pas. Bah pourtant, j'en lis. J'en lis des vertes et des pas mûres. Toutes les semaines, il faut que je vende à Runassi. Déjà, petit 1, à qui ? Parce qu'on n'a pas une offre. Et petit 2, pourquoi je le vendrais ? Pourquoi ? Alors, la genèse de la décision de la DNCG Pro. Depuis décembre 2019, je discute avec un investisseur français basé aux États-Unis qui désire investir dans le club de Dunkerque, prendre 60% du capital et mettre, si on était resté en national, 400 000 € par an pendant 4 ans pour qu'on monte en Ligue 2, et à partir du moment où on était en Ligue 2, 1 million d'euros par an. On est monté en Ligue 2, il s'est donc engagé à verser 1 million d'euros par an au club, et donc de faire une augmentation de capital qui lui permettrait d'avoir 60% du capital. Il est passé à la DNCG avec nous au mois de juillet, où il a fait des engagements auprès de la DNCG, puisque le Covid a également touché les États-Unis et qu'au niveau trésorerie, il était un petit peu short dans ses sociétés américaines. Quand on est passé à la DNCG au mois de décembre, je connaissais déjà, avant qu'on passe à la DNCG, les décisions de la DNCG. Non pas qu'il me les avait dit, non pas que je sois devin, mais tout simplement parce que l'investisseur n'avait pas tenu aucun de ses engagements, pour parler plus français. Et à partir de ce moment-là, il est évident qu'on n'allait pas avoir les félicitations du jury. Il a stipulé à la DNCG que la première partie du million d'euros, c'est-à-dire 500 000 €, serait versée au 31/12 au plus tard. Ce qui n'a pas été le cas, ce dont la direction du club et son conseil d'administration étaient quasiment certains. Et le 1er janvier, je lui ai donc signifié que l'USLD ne comptait plus sur lui. Le budget de l'USLD avait été monté donc sur 7,5 millions d'euros avec cet apport en compte courant et des postes de dépenses avaient été rajoutés dans le budget de l'USLD. Sauf que l'argent n'arrivant pas, il n'était aucunement question de le dépenser. Aucunement question. Donc les postes que nous avions décidé de créer, comme par exemple celui de la post-formation, qui était aux alentours de 400 000 €, n'a jamais été dépensé et ne l'est pas toujours et ne le sera pas au vu de la situation financière de l'USLD, qui, elle, aujourd'hui, n'a aucun souci. En effet, le budget est donc de 6,5 millions d'euros. Le résultat estimé à la fin de la saison est de plus 150 kg €. La masse salariale encadrée est de 1 750 000 €. La masse salariale
utilisé à ce jour est de 1 690 000 euros. Nous avons donc la possibilité, si tant est que la DNCG nous l'autorise, à recruter pour 6 mois 2 joueurs. On a cette possibilité-là. Nous avons donc décidé, après le passage à la DNCG Pro, de faire appel de la décision devant la commission d'appel de la DNCG qui fait partie de la Fédération française de football et non pas de la LFP. Le jour de la décision, on m'en a averti par téléphone et on m'a dit que j'avais 15 jours pour faire appel. Or, sur le courrier, il est marqué qu'on n'a que 7. Voilà les incohérences de la LFP, mais ça, c'est autre chose, puisqu'il y en a d'autres encore. Nous attendions donc le recommandé de la DNCG, bien évidemment, puisque le temps commence à courir le lendemain de la réception. Et donc nous avons 7 jours pour faire appel. Par un concours de circonstances, le recommandé de la DNCG est arrivé à la poste de Dunkerque le 7 décembre 2020. Nous n'avons pas de facteurs qui passent nous voir tous les jours, nous avons une boîte postale. Ce petit papier n'a été déposé dans la boîte postale de l'USLD que le 11 décembre. 11, le lendemain, c'est le 12, plus 7, ça fait 19. Et nous avons interjeté appel le 16 décembre. La DNCG nous dit « Votre appel est irrecevable » et non pas, comme j'ai pu le lire, à confirmer les dires de la DNCG Pro, puisque ça c'est faux, ils n'ont pas étudié le dossier, ils ont juste dit votre appel est irrecevable, parce que c'est arrivé à Dunkerque le 7, donc ça commence le 8, et ça fait 15, et nous on a écrit le 16. Voilà. Alors maintenant, on est idiot, vous pouvez le dire, vous pouvez l'écrire, c'est ce que vous allez dire, c'est pas un problème, on a l'habitude. Sauf que pour nous, la réalité, c'est 11 plus un 12, 12 et 7, 19, le 16, on était dans les clous. Donc à partir de ce moment-là, on va aller au CNESF et on demandera au CNESF de considérer notre appel valable et dans les temps, et on repassera sur le dossier, et non pas uniquement sur une question de date. J'ai un petit exemple, j'ai reçu ça vendredi sur mon bureau, toujours dans la boîte postale. La boîte postale, c'est la 43 141 et ne concerne pas Bessy. Donc ça avait été mis dans la boîte postale de Bessy, qui l'a remis au centre de tri de Dunkerque, et après c'est arrivé dans notre boîte. Donc 7, 11, si c'est passé à l'USDK, si c'est passé par Bessy, si c'est passé par... Moi, j'y suis pour rien. Enfin, nous ne sommes pas en responsabilité de ce qui se passe. Alors nous sommes en discussion avec la Poste pour avoir un document de leur part. On verra bien ce que ça va donner. Mais de toute façon, nous irons au CNESF. Voilà. Alors maintenant, quand on peut lire tout ce que j'ai lu depuis la décision de décembre sur ce que les finances de l'USLD au plus mal, catastrophique, il faut vendre. Si on met des commentaires, si on fait des communiqués sur le site pour dire qu'on ne veut pas commenter une décision, c'est parce qu'on va faire une procédure derrière et que les éléments de la procédure, on la garde pour nous. Maintenant, tout le monde a les éléments de la procédure, la cour d'appel de la DNCG les a reçus, donc on peut vous en aviser. Mais en attendant, arrêtez de broder, de mettre n'importe quoi sur vos journaux, parce que ça devient lourd, quoi. Ça devient lourd et c'est pesant. C'est pesant pour le club, c'est pesant pour
moi-même, c'est pesant pour Edwin qui doit justifier auprès des salariés que tout va bien, et ça devient lourdingue, parce qu'on dirait que vous avez que ça à faire, et que le but du jeu, c'est de descendre l'USLD. Et il y en a marre. Il y en a excessivement marre. Hein. Et je ne parle pas du plan sportif, parce que alors là, je crois que plus nul que nous, il ne va pas avoir en Ligue 2. Il ne va pas avoir un club plus nul que nous, même sur le plan sportif. Même que Momo Bayo, on lui pose la question de savoir pourquoi Claude Robin a été viré, ce qu'il en pensait. Mais Claude Robin, d'abord, n'a pas été viré. Nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord sur les conditions de reconduction du contrat de Claude Robin. Jamais, 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 jamais. Tant sur le plan financier que sur ses demandes extérieures. À partir de ce moment-là, ça s'arrête. On met une date limite parce qu'on a une reprise d'entraînement à faire, on a un effectif à faire, on met une date limite. La date limite dépassant, terminé, on ne discute plus, c'est fini, et on passe à autre chose. Après, on fait le recrutement qu'on fait avec les moyens que l'on a, toujours en omettant et en laissant de côté le million qui devait arriver, puisqu'il n'était aucunement question qu'on l'utilise, puisqu'il n'était pas là. Donc à partir de ce moment-là, on fait un recrutement avec nos moyens. Alors effectivement, que le fait que cette personne n'arrive pas nous pénalise. Elle nous pénalise parce que quand on passe devant la DNCG, on a cette interdiction de recruter. On a cette petite, comment dirais-je, épée au-dessus de nos têtes qui dit rétrogradation administrative à titre conservatoire. Vous savez très bien, pourtant vous en avez fait des choux gras, que ça ne veut strictement rien dire, puisque ça veut dire que si vous n'êtes pas dans les clous à la fin de la saison, eh ben vous serez rétrogradé en national, voire même pire. Sauf que nous, on est dans les clous, donc on s'en tape. Et logiquement même, si on va plus loin, cette décision n'aurait jamais dû être communiquée. Jamais, 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 jamais. Il y a là une erreur manifeste de la DNCG Pro. Cette décision est une décision qui généralement n'est envoyée uniquement qu'à l'adresse du président. Là, ils ont peut-être fait un petit peu de zèle ou ils se sont plantés, enfin peu importe. La situation est ainsi. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre sur le fond, c'est l'acharnement que vous avez, alors je parle de la presse écrite locale, de nous démonter systématiquement et de faire des articles sans avoir aucune connaissance du dossier et à dire l'USLD est en train de mourir, appeler Patrice Vergriet, dire qu'est-ce que vous allez faire pour l'USLD? Mais l'USLD est une société qui n'a strictement rien à voir et qui est une société indépendante avec des coactionnaires. Et à partir de ce moment-là, c'est aux coactionnaires de faire fonctionner le club. Et c'est ce que nous avons fait avec M. Doblard et M. Brook depuis le début de la saison. Et on a un budget à respecter, on le respecte. Alors sur le plan sportif, je lis des notes, je me roule par terre des fois, tellement j'ai honte. Mais bon, ceci étant, on ne va pas prendre les joueurs cas par cas parce que sinon on n'a pas fini. Mais si on pouvait en prendre un, Malick Choukounté, les notes qu'il a, mon Dieu, vaudrait mieux qu'il ne joue pas, parce que même sur le banc, je suis sûr qu'il n'aurait pas des notes aussi fortes. Malick Choukounté, vous le connaissez depuis des années, parce que vous l'avez déjà eu à Dunkerque comme joueur en national. Si Malick Choukounté était un buteur patenté, ça se saurait, mais depuis une éternité. Il n'est pas pris dans un effectif. Pour ça, il est pris dans un effectif pour user une défense centrale et que pour la personne qui tourne autour de lui, marque des buts. C'est uniquement ça. Alors maintenant, s'il ne marque pas de but, on lui met 3, 4. Pauvre garçon. Quand on voit tous les efforts qu'il fait sur un terrain, c'est triste de voir les notes qu'il prend. Donc je suis en colère après vous. Ouais, effectivement, je suis en colère après la presse locale dunkerquoise. Mais très en colère.
parce que j'ai l'impression que la seule chose qui vous intéresse, c'est de nous fusiller. Eh bien, fusillez-nous. On s'en fout, parce que quelque part, entre nous, pour vendre du papier, vous avez besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de vous, on vit notre vie. On n'a plus de télé bientôt, on n'aura plus de presse, on n'aura plus rien, c'est pas grave, c'est pas un problème. On vit quand même. Et quoi qu'il arrive, on a tourné à la fin de la poule allée avec 21 points, et ben on sera en Ligue 2, je peux vous le promettre, à la fin de la saison. Quoi qu'il se passe. Les 8 derniers matchs de la poule allée, c'était pas notre championnat. Ça, c'était une évidence. Vous n'aviez que les gros cadors du championnat de Ligue 2. Des gens qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de monter en Ligue 1 et avec des moyens qui sont complètement différents des nôtres. À partir de vendredi, on revient dans notre championnat et on va faire comme à la poule allée. On ira chercher nos 21 points, on aura nos 42 points à la fin de la poule retour et on sera largement en Ligue 2. Et suivant ce qui se passera entre deux, eh ben peut-être même qu'on n'aura même pas besoin de se battre jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y aura des clubs qui auront déposé le bilan avant. Enfin, qui auront déposé le bilan, qui seront en cessation de paiement. Nous, on ne l'est pas. On n'a pas cette problématique. Donc, à un moment donné, avant d'écrire des articles, soit vous vous renseignez, si le club ne veut pas communiquer, n'écrivez pas d'articles, ça sert strictement à rien, à part faire du buzz, vendre du papier, ou faire que j'aille m'énerver sur ma tablette en lisant certains articles. Et pour le reste, quand on ne connaît pas le dossier, on n'écrit pas n'importe quoi. Donc, Harounassi n'est pas à vendre. Petit 1. Jusqu'à preuve du contraire. Puis on est le 15, c'est ça à peu près 18. 18. Oh bah 18, il partira pas, on n'a pas une offre. Et on n'a pas envie qu'il parte, il est très bien chez nous, et ça se passe très bien avec Harouna. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pour le reste, je crois que je vous ai tout dit. Tu nous as fait le feuilleton les derniers mois. Oui. Mais je pense qu'il faudrait commencer plutôt l'été dernier, parce que là, vous êtes... Il était prévu dans la lettre d'intérêt de l'investisseur franco-américain qu'il mette 1 million d'euros en début de saison. Pour des raisons qu'il a expliquées à la DNCG au mois de juillet, il ne pouvait pas les mettre. Il avait prévu 2 versements de 250 000 en septembre et en décembre, et 2 autres en janvier et en mars, ce qui faisait le 1 million d'euros. Donc la DNCG, n'ayant pas les garanties suffisantes pour être sûr que ce franco-américain allait mettre l'argent sur le compte du club, à encadrer la masse salariale. En plus, on est un club accédant. Rien d'anormal là-dedans. Rien d'anormal. C'était tout à fait normal. Et quelque part, c'est même, pour M. Pindy, on va dire, encore plus facile dans la gestion au quotidien. Puisque tu as une masse salariale encadrée, donc tu sais que tu ne peux pas la dépasser. C'est nettement plus facile. Parce que sinon, on peut faire comme tout le monde, on dépense des sous qu'on n'a pas, puis à la fin, on dit « Ah ben, on n'a plus de sous ». Ben, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, depuis que je suis président du SLD, c'est déjà d'avoir, dans un premier temps, quand je suis arrivé en national, remis le club dans les clous financiers, et depuis, de le gérer financièrement d'une manière où il n'y a pas de problème. Et il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas non plus cette année. Voilà. Donc, que la masse salariale soit encadrée au mois de juillet était tout à fait cohérent, et ça ne nous posait aucun problème. On a réussi à faire une équipe avec les anciens de National qui méritaient de venir jouer en Ligue 2 et avec des recrues qui sont arrivés au fur et à mesure du temps. Voilà. On a construit un club pour se maintenir en Ligue 2. On n'a pas construit un club pour jouer la 3e ou la 4e place. Budgétés dans les comptes du club ne sont budgétés que la 16e place, puisqu'on a un deal avec les joueurs, c'est de ne jamais être dans les 3 derniers. Jamais, 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 jamais. Et on ne le sera pas, vous le verrez, jusqu'à la fin de la saison.
Il y a beaucoup d'incertitudes avec les droits télé. Forcément. Ça, c'est autre chose. Si vous avez des informations que je n'ai pas, vous pouvez me les donner. Moi, aujourd'hui, la LFA, depuis la LFP, depuis la rupture de contrat de Mediapro, n'a pas fait une seule communication. Alors, on peut lire plein de choses. Sada, machin, Bolloré, tout le monde dit plein de choses. Alors, j'ai la chance d'avoir des contacts avec des gens particuliers chez Canal et chez Bein. On discute régulièrement. Moi, j'ai pas d'idée de ce qui va se passer, et quelque part, je m'en fous. J'ai juste à assurer un volet de trésorerie de 2 millions d'euros. Ça, je vais le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il n'y aura pas de cessation de paiement à l'USLD. Ça, c'est clair, précis et net. Ce qui n'est pas le cas d'autres clubs qui peuvent avoir des problèmes si la situation ne se décompte pas. Mais si vous connaissez, entre guillemets, et c'est pas un procès, c'est juste pour le connaître un petit peu, Vincent Labrune, vraisemblablement le 30 janvier ou un petit peu avant, il va dire « j'ai la solution ». Voilà. Il faut connaître un peu les gens. Il vient d'être nommé président de la LFP, élu président de la LFP. Il faut bien que quelque part, il arrive à montrer qu'il est, entre guillemets, un petit peu le sauveur du football français. Et c'est ce qui va se passer. Ne rêvez pas. Aujourd'hui, il n'y a que des... Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde du football, hormis sur le terrain, ce ne sont que des effets d'annonce. Et on n'a aucunement l'intention, à l'USLD, de baisser le salaire de nos joueurs. Aucunement l'intention. Ça ne fait pas partie de nos idées. Il n'y a pas de négociations qui vont être entamées. Mais il n'y en aura aucune. Vous avez, je ne sais pas, certainement beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. À Dunkerque, le salaire moyen, M. Pindy, il est quoi? 6 000 euros. 6 000 euros. On va aller piquer 30% des salaires des joueurs à 6 000 euros. Mais ils ne courent plus, nos petits chouchous. Et ils auront raison. Parce que quelque part, si on réfléchit bien, qui aujourd'hui risque sa peau? C'est eux qui jouent pendant une pandémie. C'est eux qui l'attrapent, la pandémie. Quel est leur avenir, sanitaire et que leur avenir de santé? On n'en sait rien. Personne ne sait dans 10 ans ou 15 ans ce que l'effet d'avoir eu le Covid et d'avoir joué avec après peut leur amener. Personne n'en sait rien. Alors il y aura certainement une perte de droits télé. Elle est évidente dans l'histoire. Le tout, c'est de tenir en trésorerie jusqu'à la fin de la saison. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura bien un accord à un moment donné entre la LFP et la DNCG Pro pour que les clubs qui auront perdu la somme d'argent qu'ils auront perdue, on ne la connaît pas, que cette somme d'argent-là soit étalable sur les 3 prochaines années. Et que dans 3 ans, les clubs reviennent à un équilibre financier. Enfin, si tant est qu'ils puissent revenir à un équilibre financier. Pour ce qui est des clubs de Ligue 2, eux, quasiment tous le sont. Il y a énormément aujourd'hui d'incertitudes par rapport à ces droits télévisuels. On attend des nouvelles, on les espère rapides. Et puis ça, on est le 18, c'est ça qu'Edwin m'a dit, oui, 18. Donc de toute façon, avant le 31 janvier, il y aura des nouvelles, quoi qu'il arrive, sinon c'est écran noir. Et c'est impossible. Sur les incertitudes, je crois que vous aviez budgétisé... La 16e place, 4,3 millions d'euros. Ouais. Et un stade qui pourrait accueillir du public la moitié de la saison. À peu près, oui. Voilà. Là, visiblement, on est parti pour revoir du public avant quelques mois. La saison prochaine, peut-être, s'il fait beau. Ça va mieux. Non, mais on est d'accord. Sauf que on bénéficie d'aide de l'État aujourd'hui. On bénéficie à gagner qu'on a sur la vente de la billetterie. Donc à partir de ce moment-là, nous, on arrive à l'équilibre à peu près on arrive largement à l'équilibre avec cette problématique-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des partenaires locaux qui jouent le jeu avec nous, qui n'ont jamais demandé qu'on les rembourse de quoi que ce soit. On a essayé de trouver une méthode aussi de leur faire plaisir au quotidien quand il y a des matchs, en faisant
des livraisons de ce qu'ils auraient pu avoir pour les VIP chez eux, pour qu'ils regardent les matchs avec ça. On a d'excellents rapports avec eux. Je sais que dernièrement, notre commercial a appelé un de nos partenaires pour savoir si il honorait sa prestation. Il a dit envoie-moi ton RIB, je te fais le virement tout de suite. Voilà. Donc on a la chance de travailler quand même avec des gens du tissu local. Et bien évidemment qu'il y aura une contrepartie, parce qu'on n'a pas offert à ces gens-là ce qu'on aurait dû leur offrir. Et ça se passera sur la saison prochaine. Donc la saison prochaine, je ne connais pas encore le montant des droits télé qu'il y aura. On ne connaît pas non plus leur répartition, puisqu'il y aura une nouvelle répartition, parce que faire une répartition sur 135 millions d'euros, et si on passe, je ne sais pas, entre 75 et 90, comme il y avait avant, ben la répartition sera certainement différente. Et ben, on peut se dire qu'en Ligue 2, on jouera peut-être avec un budget national. Oui, parce que ça, c'était très volontariste de la part des présidents de Ligue 1 d'aider la Ligue 2. Ah non, non, c'était pas volontariste du tout. Il y a eu une négociation âpre. Voilà, mais j'imagine que comme il va manquer beaucoup d'argent en Ligue 1, c'est pas sûr qu'ils vivent la Ligue 2. Heureusement que dans les textes et dans les textes de la LFP, quoi qu'il arrive, il y a une rémunération, enfin il y a une partie des droits télé, un pourcentage qui revient à la Ligue 2 à partir de 500 millions d'euros, c'est ça? Entre 0 et 500. Entre 0 et 500. Il y a une partie fixe qui revient quoi qu'il arrive. Heureusement, parce qu'on aurait pu supposer que la Ligue 1 dise plus une thune pour la Ligue 2, tout pour nous. Ça, c'était une possibilité qui n'est pas à exclure. Parce que la différence de droit qu'il peut avoir entre un club de Ligue 2 de bas de tableau comme nous et un club de Ligue 1 de haut de tableau, je ne sais pas le ratio, mais ça doit être 1 pour 120, un truc comme ça, ou 200. Donc, ils vont perdre énormément d'argent. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, les clubs de Ligue 1 vont perdre eux aussi énormément d'argent. Et peut-être que certains clubs de Ligue 1, comme certains clubs de Ligue 2, n'auront peut-être pas la trésorerie non plus pour finir la saison. Il y a des actionnaires qui disent en début de saison, on met tant. Et si vous allez leur redemander 1 centime dans le cours de la saison, c'est niet. C'est on met tant, c'est tout, point barre. Donc il y aura peut-être des grosses problématiques à ce niveau-là. Mais ça, on est incapable, nous, de vous en parler. On ne connaît pas les budgets des clubs de Ligue 1. On ne côtoie pas vraiment ces gens-là de près non plus tout le temps. Donc on ne sait pas. On est petits, nous on débarque. On arrive. Si un investisseur arrive demain de Chine, qui ne fait pas laisser le club. De Chine. Oui, par exemple. Et le club de Dunkerque, dans un premier temps, n'est pas à vendre. Le club de Dunkerque, ce qu'il veut, c'est un partenaire qui soit majoritaire dans le club et qui avance avec le club pour faire grandir le club et pour stabiliser le club en Ligue 2. Alors vers la 10e place et puis pouvoir peut-être de temps en temps faire un coup un peu plus intéressant. Mais c'est un accompagnement. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui fait un chèque pour dire « je veux le club de Dunkerque », je ne resterai pas là. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que c'est pas comment dirais-je... je veux dire, c'est pas par ego que je suis là, quoi. Je suis là parce que il fallait remettre le club en Ligue 2, je l'ai mis, ça m'a coûté de l'argent, c'est un fait, mais il est en Ligue 2. Et le but, c'est qu'il y reste. C'est tout. Concernant l'investisseur franco-américain, oui. Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui? Comment ça s'est passé? Enfin, vous lui avez claqué la porte définitivement, vous n'avez pas fini cet engagement? Je lui ai claqué la porte définitivement. Il m'a envoyé un SMS samedi soir après le match, comme il y faisait tous les samedis soirs. Maintenant, je lui ai répondu gentiment. Je suis un garçon poli. Et donc,
Voilà, c'est tout. Mais j'ai plus de contact comme je pouvais avoir avant. J'avais des visios régulières avec lui, j'avais des coups de fil réguliers avec lui. Aujourd'hui, il m'envoie un petit SMS. Qu'est-ce qui a fait que finalement il n'a pas tenu cet engagement? Alors il vous a donné une raison précise récemment? On va prendre 2 hypothèses. Petit 1, il s'appelle Kashkar. Petit 2, un investisseur qui vient mettre de l'argent dans un club de foot, qui sait que les droits télé, c'est une catastrophe, que la bulle spéculative du football risque de se casser la figure, que le Brexit s'y ajoutant, les transferts vont être nettement plus difficiles à faire, et donc que les revenus des transferts risquent d'être moins, enfin risquent pas, vont être moindres que ce qu'ils auraient pu être avant le Brexit. Peut-être que ça fait prendre peur. Je veux dire, les investisseurs, j'ai du mal, hein, je vais vous dire très honnêtement, on doit, que ce soit du côté du club ou que ce soit moi-même à titre personnel, on doit recevoir à peu près 2-3 personnes qui vont racheter l'USLD par semaine. Enfin, recevoir des coups de fil ou des mails de personnes qui veulent racheter l'USLD 3 fois par semaine. Aujourd'hui, hormis des gros groupes comme Manchester City Group qui rachète 3, j'ai du mal, vraiment, ou alors des fortunes sans fond, qui peuvent, entre guillemets, se payer une danseuse, parce que c'est une danseuse, un club de foot, faut pas rêver. J'ai du mal à comprendre l'intérêt d'investir dans le foot français aujourd'hui. J'ai du mal. On en a discuté avec Edwin et Joss, et on se pose la question, parce qu'il n'y a que des coûts à prendre. Il n'y a que ça à prendre en fait, il n'y a que des coûts, je veux dire des coûts financiers, on entend bien, hein. C'est de mettre de l'argent, et peut-être qu'un jour, il y aura un Mbappé à Dunkerque. Mais dans combien de temps? Sur une logique européenne. Si tu fais partie d'un groupe, oui. Voilà, c'est ça. Mais si tu ne fais pas partie d'un groupe, si tu es un investisseur, entre guillemets, lambda, qui, tiens, j'achèterais bien Dunkerque. Ou alors, il y a un puits et il n'y a pas de fond, et il peut mettre tout ce qu'il veut, c'est le Qatar. Soit j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt. Alors, il peut avoir des intérêts économiques. C'est-à-dire quelqu'un qui veut s'implanter sur la région dunkerquoise, qui veut développer des activités sur la région dunkerquoise. Aujourd'hui, il peut avoir des pistes sur lesquelles on peut travailler, mais moi, avant toute chose, c'est savoir quel est l'intérêt premier de la personne. Parce que si j'en trouve pas, j'ai du mal. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui dit tiens, je vais y aller, puis qui demain peut partir, mais il n'y a plus de club, il n'y a plus rien. C'est fini, on n'en parle plus. Donc on a aussi, j'ai aussi en tant que président et le conseil d'administration avec Eddie Edoum, on a aussi un devoir, c'est que le club reste pérenne sur le temps. Donc décider d'accepter un investisseur, c'est bien, mais il faut que sa volonté soit encadrée par une démarche qui soit réelle et qui soit censée, soit dans le territoire, soit comme un groupe comme Citigroup ou quelque chose comme ça qui ait un sens réel pour faire un investissement. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Gagner de l'argent? Apparemment, on a vu que c'était pas facile. Le Brexit fait que si tu n'es pas international, tu ne peux quasiment plus aller jouer en Angleterre, parce qu'il y a une histoire de points, et la partie du fait que le joueur soit international est la partie la plus importante. Donc les grands clubs pourront le faire, les gros clubs pourront le faire. Les groupes comme Citigroup, etc., pourront le faire, comme le groupe qui a repris Nancy, pourront arriver à faire tourner leurs joueurs de pays en pays, et à former des joueurs et à les vendre soit à un autre grand club du groupe. Mais c'est vraiment des niches sur lesquelles des gens se sont mis et ont créé un système, mais un système qui
date déjà de longtemps et qui a grandi au fur et à mesure du temps. Je crois que Citigroup, c'est 9 clubs, c'est ça? C'est une dizaine de clubs. Ouais, c'est une dizaine de clubs. Les racheteurs de Nancy, Nancy, ça doit c'est être 3-4 clubs. 3-4 clubs. C'est une autre vision du football, quoi. Alors, s'il y en a un qui un jour a 8 clubs et qui va nous dire on veut que vous soyez le 9e, là, on dira bien sûr, monsieur, allez-y, pas de problème. Mais pour l'instant, c'est de comprendre les motivations premières d'un investisseur. Président. Oui. Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en quête d'un nouvel investisseur? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, effectivement, s'il y a un nouvel investisseur, mais ça va être analysé encore plus profondément que ça a pu l'être. Encore plus profondément. Mais ce sera, pour moi, dans un premier temps, beaucoup plus analysé sur l'intérêt de vouloir investir dans le club de Dunkerque. Quel est l'intérêt premier? Qu'est-ce qui fait que Dunkerque peut attirer, hormis le fait d'être en Ligue 2, mais qu'est-ce qui peut attirer un investisseur? Donc, quelle est sa politique? Est-ce qu'elle est territoriale? Est-ce qu'elle est juste j'ai pris une danseuse et puis demain, si j'en ai plus en plus, je la jette? Donc là, ce sera non. Ou est-ce qu'il y a une autre volonté beaucoup plus économique à reprendre Dunkerque? Vous pensez que vous l'aviez peut-être un peu mal jaugé, cette notion-là, enfin mal. Vous avez été un peu biaisé dans votre rapport avec... Non. J'ai... Mais alors, dans l'histoire, j'ai gardé d'excellents rapports avec cette personne. Ça fait quand même maintenant un peu plus d'1 an qu'on se connaît, qu'on discute, qu'on échange. On a parlé de beaucoup de choses, et pas que du foot. Et donc, je garde un respect pour cette personne. Je pense pour moi que la conjoncture économique, alors déjà que lui a connu, mais je ne pense pas que ça allait toucher beaucoup, même si ça l'a touché quand même. Je pense surtout que la problématique des droits télé lui a posé un énorme problème. Vous n'allez pas investir 1 million d'euros dans un club juste pour dire à la fin de l'année, j'ai juste perdu 1 million d'euros. Parce qu'en plus, c'est pas avec sa fortune personnelle qu'il rentrait dans le club, c'était avec une de ses filiales. Et donc là, il y a un côté économique qui est beaucoup plus important. Donc je ne vais pas le défendre, puisque quelque part il nous fait faux bon, et si on en est là aujourd'hui, entre guillemets, avec la problématique des LCG, c'est grâce à lui, ou à cause de lui, c'est comme eux, mettez le mot que vous voulez, mais quelque part, sa démarche à la base était, je pense, saine. Mais bon, ceci étant, je pense que c'est plus la problématique des droits télé qui a pu lui faire un bond en arrière en lui disant, ce sera peut-être pas 1 million que je vais mettre, mais plus que ça. Et c'est pas ce qui est prévu, c'est pas ce qui est planifié dans mon développement d'entreprise. Donc ça peut, comment dirais-je, ça peut freiner. On n'a pas eu l'explication. Je ne suis pas certain qu'on l'ait. Et quelque part, c'est pas le plus important. L'explication en elle-même, le plus important, et il n'est pas là. Et quelque part, on est un peu dans la mouise. On ne peut pas recruter en raison du fait qu'il ne soit pas vu. Voilà. Oui. Non. C'est une ESF. Le CNESF, ça peut être 1 semaine. Et donc 1 semaine, après on repasse à DNCG. DNCG, c'est la journée. Et on peut très bien être capable de recruter avant la date limite du... C'est le 31, enfin c'est le 2 cette année. 2 février. Donc, mais sur le fond, l'idée d'enlever l'interdiction n'était pas obligatoirement. On a la possibilité, comme vous l'avez vu, de recruter. Il y a des clubs de Ligue 2 qui recrutent, j'ai entendu ça, samedi soir. Ça me perturbe un peu, parce que quand vous ne savez pas où vous allez aller au niveau trésorerie dans les mois qui viennent, de recruter, ça pose question. L'idée de lever l'interdiction de recruter
pour ce qui nous concerne, était quand même nettement plus intellectuel, parce que si on nous enlevait l'interdiction de recruter, de fait, comment dirais-je, la rétrogradation administrative en Ligue 2 tombait d'elle-même. Si vous êtes autorisé à recruter, c'est que vous n'avez pas de souci. Donc c'est uniquement ça la raison de l'appel. C'est pas obligatoirement de recruter des joueurs. Je veux dire, on a un effectif. C'est vrai qu'on a la malchance d'avoir beaucoup de blessés à l'heure actuelle. Ils vont revenir. Mais quelque part, à la base, on a un groupe cohérent, quoi. On a un groupe qui est cohérent. Après, oui, Kevin Rocheteau se pète, Mich Brunel se pète. Il y a des joueurs qui ont du mal à retrouver un niveau après avoir subi un Covid difficile, et je pense à Guillaume Bosca, parce que lui, il a vraiment morflé avec le Covid, et il a du mal à revenir. Il y a tout ça qui fait que, je ne sais pas si on est l'un des clubs les plus touchés par le Covid, je ne sais pas, je n'ai pas de stats sur ce sujet-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de blessures qu'il y avait les années précédentes, et que les joueurs qui sont entraînés, donc qui au bout d'une semaine et qui n'ont pas été trop secoués par le Covid sont capables de reprendre, il y a quand même une fatigue derrière qu'on ressent, quoi. On la ressent. Les joueurs ne sont pas vraiment capables de tenir 90 minutes à fond les, entre guillemets, à fond les ballons, comme ils le faisaient précédemment, après avoir eu le Covid, quoi. C'est quand même quelque chose qui tire sur les organismes. Nous, on n'est pas des grands sportifs, donc nous, on passe à la casserole. Enfin, pour moi, ce qui me concerne, je passerai à la casserole tout de suite, mais si jamais je l'avais. Mais pour ces joueurs qui sont en forme physiquement, il y a quand même un petit peu de difficulté à redémarrer, à repartir sur le plan physique, sur le plan athlétique. C'est assez difficile. Et généralement, malheureusement, quelques semaines plus tard, il y a une casse, il y a un petit pet, alors plus ou moins grave. Donc, c'est perturbant, c'est pas on pensait, pour nous, monter l'année la plus intéressante, parce que, il faut être complètement honnête, on avait réussi à faire des fonds propres avec l'arrêt des championnats en national. Il ne faut pas rêver, on était aidé par l'État, on ne dépensait pas de sous, mais on en recevait, donc c'était intéressant. Donc on avait créé des fonds propres. On montait en Ligue 2 l'année où Mediapro arrivait, avec son $1,3 milliard. C'était Broadway. Et puis, le Covid, il n'est pas parti. Et Mediapro, lui, s'est barré, par contre. Donc, à part prendre des vents contraires, on n'a pas pris autre chose. Mais on a l'habitude, puisque sur le blason du SLD, c'est contre vents et marées. Donc, c'est pas un problème, ça, on sait gérer. Je vais faire juste un mot sur cette histoire de courrier. Est-ce que vous comprenez qu'au regard des enjeux colossaux, ça interroge quand même chez vos supporters, cette histoire de délai Les supporters sont pas très comment dirais-je, virulents sur le sujet. Il y a quelques aigris, mais ça fait partie des règles du jeu. Il y en a toujours tous les ans, même quand vous êtes premier. Donc c'est pas un souci. Alors quand vous n'êtes pas premier, il y en a un petit peu plus, mais là non. Moi je trouve que les supporters nous soutiennent, sont derrière nous et ne sont pas, au contraire, on tape sous le plus petit, c'est souvent ce qui ressort, machin, etc. Dunkerque dérange, enfin bon, j'en suis pas là, je suis pas parano. Et non, il y a c'est une problématique de courrier. Maintenant, Monsieur Pindy, qui est présent, a été au devant du tri postal pour leur dire voilà, comment on peut faire. Et à partir de ce moment-là, c'est retournez-vous contre le service client.
Mais pourquoi vous voulez nous attaquer? Mais je ne veux pas vous attaquer, on veut juste un document qui dise que c'est arrivé dans notre boîte postale que le 11 et pas le 7. Et avec ça, au moins, on est tranquille. Oui, mais vous allez nous attaquer, machin. Non, il ne faut pas vous attaquer. Non, aucunement question. C'est pas le propos. Donc aujourd'hui, j'ai pris des contacts avec des personnes au niveau de la direction régionale de la Poste, et en expliquant la problématique de l'UXLD par rapport à cette situation. Et donc là, ça réfléchit de quelle manière ça peut arriver à nous sortir un courrier. Alors, la Poste est un peu frileuse, mais comme toutes les grandes administrations françaises, pour dire c'est pas vraiment de ma faute, tout en étant de ma faute, quoi. Donc il faut qu'on arrive à voir ça, donc ça va se décanter là en début de semaine. Compte tenu de la dynamique là, actuelle sur le terrain qui est difficile, est-ce que tu dirais que le match d'Ajaccio est capital? Non, capital, non, capital, non. J'ai vu les joueurs hier. Tout le monde peut penser qu'un président qui a pris 5-0 le samedi soir, quand il voit ses joueurs le dimanche matin, va leur mettre une douille. Ça n'a pas été mon cas. Il y a quelques années, j'aurais pu le faire, mais là, c'est pas le cas. Je leur ai simplement expliqué que dans la partie qu'on avait traversée, qui était un championnat qui ne nous concernait pas en fait, dont on ne faisait pas partie, on aurait apprécié prendre quelques points supplémentaires, et quelque part, on peut dire que contre Caen, contre Auxerre, contre Sochaux, on n'en était pas loin. Donc on aurait aimé peut-être valider ça. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que c'est des équipes qui ont un autre niveau que le nôtre. Mais on aurait pu. On aurait pu arriver à racler peut-être trois petits points de plus. Et rien que ça, 21-24, c'est plus la même deuxième partie de saison. Je leur ai simplement rappelé qu'on avait un deal ensemble, c'est qu'on ne serait jamais dans les 3 derniers du championnat de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. C'est ce deal qu'on a depuis le premier match. Et derrière ça, je leur ai rappelé que là, on rentrait réellement dans notre championnat et que c'était à eux de se mettre au niveau auquel ils sont plus maîtres contre Caen, contre Auxerre, contre Sochaux, contre Troyes, qu'à partir de ce moment-là, les autres équipes, il n'y aurait pas de souci, quoi. Ça allait se passer d'une manière sereine et tranquille. Alors effectivement, peut-être retrouver un peu plus d'efficacité devant. Enfin, quand vous jouez devant la défense troyenne ou la défense clermontoise, c'est quand même pas facile. C'est pas le même niveau. C'est costaud. Même contre le milieu de l'attaque. Oui. Pas facile non plus. Non, mais bon. Voilà. Donc, c'est juste qu'il faut se dire d'où on vient. On vient de National. On est un club accédant. À partir de ce moment-là, l'idée, c'est de rester en Ligue 2 la saison prochaine. Vous remarquerez que je ne parle jamais de maintien parce que je ne supporte pas ce mot. Donc, c'est de rester en Ligue 2. Et c'est le deal qu'on a avec nos joueurs. Et c'est ce que je leur ai rappelé hier. Et j'ai pas du tout râlé, au contraire. Si on regarde le déroulé de la saison, vous remarquerez que généralement, suite à 2 matchs à haute intensité mentale et physique, généralement le 3e on plonge. Alors pas obligatoirement 5-0, mais on plonge. C'est Rodez par exemple, où on perd 2-1 sur 2 erreurs de l'équipe, en fait. Et avant, on avait eu des matchs à haute intensité. Et généralement, après ça, on a tendance un petit peu à plonger. Alors, c'est surtout mental. Alors, là, ils vont avoir quelques matchs où il faut que mentalement, ils soient présents et physiquement présents pour pouvoir y aller, en espérant qu'on va pouvoir récupérer des joueurs qui étaient blessés, qui ne sont pas blessés pour une longue durée, et que ces joueurs-là vont nous remettre le petit coup de fouet qui est nécessaire pour retrouver les qualités qu'on a pu avoir
pendant la première partie de saison qu'on a perdu contre Clermont. Et encore, je pense que contre Clermont, ça a été à un moment donné un lâchage mental, quoi. C'est mentalement que ça s'est un peu effondré, Oui, puis avec encore un vent contraire, un Demba qui se blesse et qui fait rentrer Tom Vanois dans des conditions délicates, ne lui permettant pas non plus obligatoirement de s'exprimer au plein de ses qualités. Et tu découvres la Ligue 2 contre Clermont, c'est pas comme si tu découvrais la Ligue 2 contre Pau ou Châteauroux, quoi. On n'est pas dans le même niveau, quoi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce que demain peut être, mais aujourd'hui c'est ce cas-là. Donc voilà. Donc non, je pense qu'il faut simplement qu'on relativise tout ce qui se passe et qu'on se dise, la première chose, c'est nous sommes un club accédant, c'est la première chose, qui monte après 24 ans d'amateurisme, ou de semi-amateurisme, comme vous voulez, mais c'est quand même pas du professionnalisme. Et derrière ça, qui essaye de se professionnaliser au maximum, qui essaye de faire en sorte que tout le monde s'améliore dans son travail et soit de plus en plus pro. Et à partir de ce moment-là, on apprend. Et on apprend, donc on peut prendre, en apprenant, on peut prendre des baffes. On en a pris, c'est vrai. On a pris très peu de points contre les gros au moment où on les a eus, puisque on peut considérer qu'on a pris des points contre Toulouse, mais c'était le premier match du championnat, donc les valeurs n'étaient pas encore tout à fait... étaient beaucoup plus nivelées qu'elles le sont aujourd'hui. Mais si vous vous rappelez du second match ici contre Clermont, on s'était tous regardés à la fin du match, on s'était tous dit que c'était une sacrée équipe, quoi. C'était une des plus belles équipes qu'on avait vues. À ce moment-là, c'était la deuxième, mais c'est une des plus belles équipes qu'on avait vues jouer, et avec un Momo Bayo qui est impressionnant. Jean-Pierre, une petite question. Est-ce que vous pouvez, pendant que vous êtes là, parce qu'on a rarement l'occasion de... Ah oui, moi c'est 3 fois par an. Là où vous m'avez mis en colère, je suis venu. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu l'organigramme et la politique sportive qui gère aujourd'hui le sportif à Dunkerque? Parce que Joseph Blanchard est arrivé. Pourquoi j'aurais besoin de clarifier ça? Bon, alors, je vous repose ma question. Non. Je vais vous répondre, mais je ne comprends pas cette question qui est polémiste. Ça, c'est encore faire de la polémique. C'est simple, et je l'ai déjà expliqué, donc je vais me répéter une deuxième fois. Petit 1, le directeur général est Edwin Pindi. Petit 2, le patron du recrutement est Kevin Lesporte. Petit 3, Jos Blanchard est là pour développer le club et nous donner, à nous, Edwin et moi, un coup de main au niveau du professionnalisme qu'il connaît beaucoup mieux que nous. Petit 4, l'entraîneur est Fabien Mercadal. Voilà. À partir du moment où ça a été défini dès le début de la saison, ça n'a pas changé en cours de saison. Jos est capable d'aider Kevin sur certains sujets parce qu'il a des connaissances, mais c'est qu'une aide pour Kevin. C'est pas lui qui s'occupe de la politique sportive, c'est pas lui. J'ai un entraîneur, c'est lui qui s'occupe du sportif. C'est pas les administratifs qui s'occupent du sportif. Même si M. Pindi a joué suffisamment, il pourrait peut-être le faire. Mais il n'a pas envie de s'emmerder avec ça parce qu'il a autre chose à faire et il en a suffisamment. Donc voilà, le club est bien cadré. Même le président ne s'occupe pas du sportif. C'est pas mon rôle. Comment je peux aller demander des comptes à Fabien si jamais je lui dis tu vas jouer avec ces mecs-là? Non, c'est le sportif qui fait ses choix et ses décisions. Et après, nous on regarde. Et on voit si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Et si ça nous plaît pas, on peut avoir un entretien sympathique et agréable avec notre entraîneur pour lui dire là ça nous plaît pas vraiment. En l'occurrence, depuis le début de la saison, il n'y en a pas eu. Ça nous plaît relativement. On est dans les clous, on est dans les temps de passage qu'on s'était fixés. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on n'aurait pas aimé avoir 2-3 points de plus à la trêve.
On les a pas, mais on va aller chercher les 21 points dans la deuxième partie de saison, c'est pas un problème. Parce qu'on a les capacités de le faire. Moi, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de ce que j'ai vu, même si on l'a perdu, je pense que l'un des matchs qui était pour moi le plus abouti, c'est Sochaux, à Sochaux, où là on était vraiment très bien, et où il n'a pas manqué grand-chose. Après, Auxerre, c'est un petit peu différent, ça a été un petit peu le mur de l'Atlantique, donc c'était un petit peu une autre façon de jouer, même si on aurait pu en claquer un, 3 on aurait pu en claquer un aussi, mais bon, ce sont des matchs un petit peu différents. Pardon, je me trompe, c'est pas Auxerre, c'est 3, c'était le mur de l'Atlantique. Mais ce sont des matchs différents contre des équipes différentes où Fabien met en place une comment dirais-je, une tactique qui devrait nous permettre au moins de faire match nul. Alors, c'est plus difficile contre les grosses équipes, et puis après contre les équipes qui sont dans notre championnat, ce qui est mis en place, c'est pour prendre les 3 points. Voilà. Et pour revenir sur cet investisseur, en début de saison, Jocelyn Blanchard avait dit qu'il Rien à voir avec avec les moyens, non. avec des moyens financiers. Rien à voir avec Joss. Donc à aucun moment son arrivée au club était conditionnée à cette Non et non. Joss était là pour nous aider à nous développer, et là, toujours, était pas là, et là pour nous aider à nous développer tant sur le centre d'entraînement que sur le centre de formation et mettre en place le centre de formation de l'USLD. C'est son rôle. Et il n'a jamais été, comment dirais-je, mis à côté de cela qu'il devait ramener un investisseur. L'investisseur, je discutais déjà avec lui depuis novembre-décembre 2019. Et je n'étais pas au club. Donc, et il serait resté, comment dirais-je, il aurait, si tant est qu'il l'aurait pu, il aurait même investi si on était resté en national. Donc voilà, c'est tout. Et Joss n'avait pas de velléité à rentrer au club si on était resté en national. Puisque le monde amateur n'est pas vraiment son monde. Mais on a besoin de son expérience au quotidien, on a besoin de son expérience pour le centre de formation et pour le centre d'entraînement.